Qui se cache derrière les actionnaires du CAC 40? Qui possède vraiment l'indice parisien? Euronext a cherché donc à savoir et à mener son enquête et résultat avec Jean-Jacques Manceau. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour David. Auteur du blog My Little Money. Il y a plein de choses dans cette étude. C'est ça qu'on se dit la question, qui sont les actionnaires? À qui appartient le CAC 40? Des fonds d'investissement étrangers, de l'asset management, des familles, des particuliers. Et là, pour le coup, on a une photographie qui est plus claire quand même, hein. Oui, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que, en dehors des chiffres qu'elle donne, c'est qu'elle fait la même. En fait, l'étude est reproduite tous les ans depuis 2012. Donc en fait, on a vraiment des comparatifs. Là, elle porte plutôt sur 2016, 2010, non, 2016. Donc on a des comparatifs vraiment entre 2012 et 2016. 2012, on était, je dirais, en plein milieu de la crise financière. Donc c'est intéressant de voir l'évolution du CAC 40. Alors le CAC 40, il appartient à qui? J'ai envie de dire à vous, à moi, aux auditeurs de Boursorama, c'est-à-dire à tous les actionnaires. Puisque le CAC 40 appartient aux entreprises du CAC 40, donc à ceux l'indice qui ont phare des de titres, la bourse certes. de Paris, bien sûr, tous ceux qui ont des titres. Sachant que cette étude, elle émet un premier signal qui est de dire, attention, on ne connaît pas en réalité la totalité des actionnaires du CAC 40. On en connaît combien alors? On en connaît 60% à peu près. Par le phénomène par le fait que, par exemple, l'AMF n'exige pas que les actionnaires, enfin les fonds qui sont en dessous de 5% des parts d'une société se fassent connaître. Il y a forcément toute une partie de fonds qui sont, je dirais, en secret. Et heureusement, sinon il n'y aurait pas de possibilité de monter dans le capital, de faire des OPA, ce serait moins marrant. Et donc du coup... on connaît le visage de 60% des actionnaires du CAC 40. Voilà, 60% des actionnaires du CAC 40. C'est pas très étonnant. C'est pas très étonnant. Alors selon vous, qui possède le CAC 40? Eh bien évidemment... Les gestionnaires d'actifs. Les gestionnaires d'actifs, les fonds. Alors, on distingue, ce qui est intéressant dans cette étude... Non, c'est pas péjoratif quand on parle des fonds. On pense à fonds d'investissement spéculatifs. Non, ça peut être les fonds de pension. C'est ceux qui gèrent l'épargne. C'est ceux qui achètent des actions pour les mettre dans des fonds, pour les mettre dans vos SICAV, pour les mettre dans votre assurance vie, pour les mettre dans votre PERCO, pour les mettre... Enfin voilà, donc c'est normal d'acheter des actions du CAC 40. Alors, on distingue, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle distingue la gestion active et la gestion passive. La gestion active, ça consiste à dire, je pense que Total va bien performer cette année, j'achète du Total. Alors que la gestion passive, finalement, c'est l'achat automatique de titres du CAC 40. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, ces dernières années, l'explosion de produits financiers comme les ETF, les trackers. Donc les trackers CAC 40 doivent reproduire fidèlement l'indice CAC 40. Donc si par exemple LVMH prend 5% dans le CAC 40, eh bien le tracker doit suivre et donc doit acheter un peu plus de LVMH. Et à l'inverse, quand une valeur, et on verra tout à l'heure le cas d'EDF, quand une valeur sort du CAC 40, eh bien le tracker doit la shorter, il doit la vendre. Ouais. Donc ce qu'on retient, c'est que les gestionnaires d'actifs qui gèrent donc l'épargne des Français ou même des étrangers, qui investissent encore une fois pour verser derrière, faire des plus-values en capital, pour verser des retraites. Derrière, c'est un quart de l'actionnariat du CAC 40, ce sont des gestionnaires d'actifs. On considère que le CAC 40, si on multiplie le nombre d'actions des sociétés du CAC 40 par leur valeur, on est autour de, enfin on n'est pas autour, on est à 1354 milliards. Donc les gestionnaires d'actifs, c'est 26% de l'actionnariat, soit des noms. Les gestionnaires, après il y a des gros, il y a des moins gros. En fait, il y a 15 000 fonds qui possèdent au moins un titre du CAC 40. Ouais. Et l'AMF note que les plus gros, c'est qui? C'est Amundi, c'est BlackRock, Capital Group, Natixis. C'est Euronext ou l'AMF? C'est Euronext pour le coup. Euronext, pardon. C'est Euronext, oui, c'est Euronext. Oui, Euronext. Oui, dans l'AMF, c'est l'autorité de contrôle. Donc, c'est Euronext. Donc, effectivement, je disais Amundi, Natixis, enfin, globalement, les plus gros fonds. Les plus gros fonds français et des énormes fonds comme BlackRock aux États-Unis ou des choses comme ça qui investissent partout dans le monde. Donc, par exemple, BlackRock, c'est 4,3% de l'actionnariat connu. Donc, c'est quand même pas rien. Le plus gros gestionnaire de fonds au capital du CAC 40, c'est qui dans tout ce qu'on a dit? C'est Amundi. C'est Amundi. Combien? 1% et quelques, ça, non? Ou 2%, je ne sais plus. Amundi. Ah non, le plus gros fonds, pardon, je prends sur la liste, c'est Vanguard. Donc, c'est un fonds. C'est un fonds anglo-saxon à 2% du CAC 40. Donc le plus gros fonds à 2%. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on dit souvent que les grandes familles, on voit souvent les classements des familles les plus riches. Et globalement, les classements des familles les plus riches,
c'est bon an, mal an le classement des familles qui possèdent la plus grosse partie du CAC 40. La famille Arnault, la famille Pinault, la famille Bouygues, enfin, Bettencourt. Bettencourt, évidemment, la famille Bettencourt. Ils s'appellent quoi d'ailleurs les familles, hein? Bah, la famille Arnault, par exemple, c'est 3,9% du CAC 40, ça fait à peu près 11% de LVMH. Donc, étant donné qu'LVMH est une des plus grosses capitalisations du CAC 40, la participation de la famille Arnault, ça fait 3,9% de la totalité du CAC 40. La famille Bettencourt, c'est 2,3%, de par la participation que la famille a dans L'Oréal. Et la famille Artémis, enfin le groupe Artémis, donc la financière Pinault, c'est 1,4% du CAC 40. Et les autres sont plus petits. Parce qu'en fait, ils ont surtout relevé les 10 plus gros. Bon, après, derrière, évidemment, il y a toutes les familles qui ont été, comme la famille Peugeot, mais voilà, en fonction de leur participation. Vous disiez, l'ami Jean-Jacques, il disait que le poids, en fait, on avait du recul, puisqu'on avait ces chiffres-là depuis 2012, que ce soit les gestionnaires d'actifs ou les familles, leur poids s'est accru depuis 5 ans. Le poids des familles, oui, parce que le poids des familles, puisque les entreprises familiales ont globalement très bien progressé. Ah, il y a un effet marché, c'est ça, hein? Il y a un effet de marché, c'est-à-dire que si vous possédez 10% d'une société, qui passe de 100 à 150. L'exemple de Jeff Bezos, par exemple, la valorisation de sa participation dans Amazon n'est pas tout à fait la même en 2016. Évidemment, là, on ne parle pas du marché américain, mais... Et voilà. En euros ou en pourcentage? Parce que pour le coup, c'est pas la même chose, si on réfléchit en euros. Mais bon, après, c'est un débat technique. Mais c'est un débat technique, mais globalement, par le biais, en fait, quand on dit que... en fait, quand on regarde la distribution des dividendes, on regarde aussi la distribution des rachats d'actions. Donc la participation, notamment de la famille Pinault, par exemple, à travers les rachats qui ont été faits sur la holding Christian Dior, a progressé du fait d'un rachat de minoritaire. Donc il y a à la fois des effets de marché, globalement des titres comme LVMH ou Kering ou Bouygues ont progressé, mais il y a aussi la montée au capital par le biais de rachat d'actions des familles. Donc, il y a les deux. Donc un poids qui monte en puissance des familles et aussi des gestionnaires d'actifs globalement qui détiennent de plus en plus le oui, CAC 40. Les 15 000 fonds, voilà, en gros, c'est eux qui font le marché quand même aujourd'hui. Parce que finalement, alors on voit bien effectivement qu'il y a une montée de la gestion passive, donc il y a une montée finalement de ces ETF qui sont de plus en plus plébiscités par les épargnants parce que c'est des produits où il y a moins de frais. Enfin bon, bref, on connaît les avantages, on en a déjà parlé souvent ici. Des ETF. Ouais. Donc la gestion passive progresse, mais globalement, tout ça, ça fait partie de la gestion d'actifs qui représente 30% du CAC. On parlait des actionnaires familiaux. Il y a aussi le poids des employés qui augmente apparemment aussi année après année, faible, mais qui augmente. Moins qu'avant, parce qu'en fait, il y a eu la grande période de l'épargne salariale, où beaucoup d'entreprises ont fait... Ça représente combien? On fait rentrer les employés, alors je l'ai noté. Salariés, 3,5%. Ah bon? Comment vous le savez? Parce qu'il m'a envoyé sa note hier soir. Ah d'accord. En fait, et que je la lis surtout en fait. Hein. Voilà, globalement, il n'y a pas une très forte évolution parce que l'actionnariat salarié, on dirait, un petit peu passé de mode. Il y a eu la crise de 2008 qui est passée par là. Donc, il y a des entreprises qui continuent à avoir un très fort actionnariat salarié. On pense notamment à Orange, à des gens comme Safran, Thales. Mais globalement, l'actionnariat salarié, alors ça se fait beaucoup maintenant par le biais du PE, mais globalement, l'actionnariat salarié se stagne. Alors, à qui appartient le CAC 40? On l'a vu, d'abord les gestionnaires d'actifs, les familles, les salariés. Un poids qui diminue dans le temps, je crois que ce sont les actionnaires individuels, avec un repli de l'actionnariat individuel qui s'explique assez bien en fait. Hein. Oui, ça on peut déplorer, mais qui s'explique. On peut le déplorer, mais c'est le cas depuis 20 ans. C'est-à-dire que depuis 20 ans, tous les ans, on pleure le fait que les actionnaires individuels... En direct, ceux qui détiennent en direct, qui n'ont pas via leur assurance vie, ceux qui détiennent en direct des actions. Bah, les gens qui vont sur le marché, qui vont prendre des participations, ou qui vont, que ce soit sur leur PEA ou sur leur compte titre. Mais globalement, les actionnaires individuels, on va passer bientôt sous la barre des 5%, alors que c'était 3 fois plus dans les années 2000. Donc il y a un phénomène de crise, il y a un phénomène de... Le fait, les actionnaires individuels, une fois qu'ils ont été rincés une fois, 2 fois, ils ne reviennent plus une 3e fois, parce qu'en plus... la plupart des conseillers financiers et des banques les poussent à ne pas aller sur les marchés en direct, à aller plutôt par l'assurance vie, à y aller plutôt par le PEA, à y aller plutôt par le biais de fonds, de SICAV, tout ce qu'on veut. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance qui veut je pense qu'il y aura globalement de moins en moins d'actionnaires individuels à la Bourse de Paris. Après, pareil pour l'État français qui se voit diluer aussi. L'État français, en fait, ils ont joué de malchance puisque la sortie d'EDF du CAC 40 a fait que l'État français... en pourcentage, se retrouve, on va dire,
à posséder moins de parts du CAC 40 qu'en 2012. Après, il y a aussi le fait qu'il y a des désengagements qui se font sur Engie, sur Safran. Enfin, il y a globalement... Il y a des cessions de titres par l'État. Oui, il y a des cessions de titres par l'État pour rembourser la dette, pour toutes sortes de raisons. Mais le gros phénomène qui a marqué la participation de l'État, c'est la sortie d'EDF et puis le désengagement. Ça pourrait être, ça peut être le cas sur Renault, des choses comme ça, le désengagement. Des cessions de titres au fil de l'eau. Et ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, certains États étrangers se retrouvent avec des positions... supérieures à celles de l'État français. On a les noms? Bah oui, on a le fonds souverain norvégien, par exemple, il est à lui seul dans le capital de 39 entreprises du CAC 40. Vous imaginez, ils auraient pu faire donc ils ont pris quasiment... Le fonds norvégien? Le fonds de pension norvégien. Oui, qui vient réinvestir en fait la manne pétrolière, c'est ça En fait, ils ont investi 20 milliards dans le CAC 40, donc ils ont pris un petit peu de partout, ils ont pris un peu de tout. Je pense qu'ils auraient 40 entreprises sur les 40, s'il y en avait eu 40 au moment où ils investissent, mais je pense qu'il y avait pendant assez longtemps, il n'y en a eu plus que 39. Après, c'est l'État belge. L'État belge qui se trouve un très gros actionnaire de BNP Paribas par la fusion avec Fortis, enfin bon voilà, tous ces phénomènes capitalistiques. Donc ils ont 7%, voilà. Donc résumé, si on devait retenir une seule idée, à qui appartient le CAC 40 les fonds d'investissement, et dans le bon sens du terme, la gestion collective, les gestionnaires de fonds qui gèrent l'argent, encore une fois, notamment des particuliers, des retraités français ou étrangers. Les familles qui ont créé les boîtes comme LVMH progressent parce qu'elles ont... Elles ont des participations dans des boîtes qui progressent et par le biais des rachats d'actions et puis les fonds. Et puis évidemment, ça se fait au détriment des investisseurs individuels et de l'État. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc particulier qui ne touche pas donc, les dividendes. On parlait des 50 milliards d'euros de dividendes. S'il y a plus d'actionnaires individuels. 57,4 milliards d'euros de dividendes, c'est-à-dire plus qu'en 2007. Donc c'est... un niveau voilà, il y a un petit gâteau à se partager encore dans le CAC 40. Allez, donc étude à retrouver, donc j'imagine, sur le site d'Euronext. Merci pour ces commentaires signés Jean-Jacques Manceau, auteur du blog My Little Money. Merci. Merci David. Ciao.